Merci Julien. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, je profite de mon petit rap de temps inopiné pour remercier Stéphane et toute l'équipe voilà, Sismef de m'avoir invité aujourd'hui. Et donc, ça fait quand même plus de 20 ans d'une collaboration voilà, scientifique fructueuse. Donc, je suis très contente d'être là aujourd'hui pour en parler. Et donc, voilà, une collaboration aussi sous le signe toujours un petit peu du sport, parce que Stéphane est un grand fan des Jeux Olympiques. Et puis, dans les montages de projets, on fait du sous-marin, la plongée sous-marine, du ski nautique, ça dépend. Et voilà, donc du coup, bon, maintenant, plus sérieusement, je vais vous parler de ce projet In Extenso, qui est coordonné par notre collègue Karine Faure, qui est professeure à l'Université de Lorraine à Nancy, et donc qui a également comme collaborateur le CHU de Rouen et le LICEN, donc qui est un laboratoire du CNRS dont je fais partie, ainsi que Pierre, qui est situé dans le sud de la région parisienne. Et donc, dans ce projet, on s'intéresse à l'évaluation des grands modèles de langue sur un aspect un petit peu spécifique qui est la question des biais ainsi que de l'impact environnemental. On le verra tout à l'heure. Et donc, les participants au projet In Extenso donc, sont issus des 3 instituts dont je viens de vous parler et avec des expertises complémentaires en traitement automatique des langues, architecture des modèles de langue, des questions sur l'éthique en traitement automatique des langues et notamment l'analyse des biais, des compétences plus médicales, donc sur la santé mentale et d'autres aspects, notamment l'organisation aussi des entrepôts de données de santé et la manière de les exploiter dans un contexte de recherche médicale, comme ça a été exposé ce matin. Et également donc, une autre expertise sur l'évaluation de l'impact environnemental du numérique en santé, en particulièrement des modèles de langue. Et donc, du coup, alors l'objectif global du projet, hein, c'est d'essayer d'identifier les biais dans les applications de traitement automatique des langues en santé. Et donc, on voit sur ce schéma que les sources de biais en traitement automatique des langues, en fait, sont multiples et avec surtout une interconnexion et des impacts qui sont assez mal compris. Donc, il y a des biais au niveau de la sélection des données qui sont utilisées dans les études ou dans les modèles, sur les modèles de langue en eux-mêmes et les architectures qui sont utilisées pour les construire, et ensuite au niveau de la manière dont ils sont déployés dans des tâches spécifiques, et un biais principal qui est celui qui entoure en fait tout le schéma, qui est la manière dont on définit les tâches et dont on pose les questions de recherche. Donc, du coup, pour vous donner une petite idée des enjeux dans un contexte clinique, donc on a des modèles sur lesquels on s'appuie. Alors, Pierre l'expliquera dans le projet partage, entre autres pour donc, générer des textes cliniques, des textes de santé. Et donc, une application intéressante, c'est par exemple la génération de cas cliniques dans des contextes pédagogiques. Voilà, pour s'abstraire de contraintes liées à la confidentialité des données concernant des vrais patients. Et donc, ça, c'est un exemple d'un cas clinique qui a été généré avec un modèle qui s'appelle Vigogne, avec donc, des éléments de contrôle. On essaye quand même de guider le modèle pour qu'il génère un cas qui concerne une thématique cliniquement choisie. Et voilà, donc là, on voit que le modèle, parle bien du patient, c'est ce qu'on lui avait demandé, mais après, donc, la génération, en fait, associe les caractéristiques de la nationalité de la personne et son genre avec des caractéristiques anatomiques. C'est quand même un petit peu étrange. Voilà, donc là, on a un deuxième exemple de cas qui est généré pour un autre profil de patient, où là, encore une fois, donc, on a un patient de sexe féminin et on voit que le modèle, cette fois c'est Lama, là par contre, nous génère un cas qui concerne en fait non pas une patiente, mais un patient. Et là, on voit que la pathologie concernée, c'était une pathologie cardiaque. Et donc, du coup, une des choses qu'on veut étudier, c'est à échelle, en fait, quand les modèles génèrent des cas cliniques. Donc, des fois, ponctuellement, il y a peut-être des biais ou des choses étranges sur un cas spécifique.
Et là, dans ce cas-là, est-ce que c'est un hasard, le modèle a fait une erreur sur une des caractéristiques qu'on lui demandait, ou est-ce qu'à échelle, il y a effectivement des biais qui peuvent être identifiés de manière systématique. Et donc là, bon, je vous laisse lire la publication plus dans le détail, mais sans suspense, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment un biais. Donc, les pathologies cardiaques sont plus associées à des patients masculins. Et quand on demande à des modèles de générer des cas cliniques sur des patients ayant une pathologie cardiaque, eh bien, ils surgénèrent beaucoup au masculin. Donc, du coup, ça, sur le plan pédagogique, ça peut, par exemple, poser des problèmes d'exposer les étudiants à des distributions en fait, de cas qui ne correspondent pas à la réalité. Voilà, et donc plus concrètement, dans Inextinso, on veut se concentrer sur deux types d'applications médicales qui sont l'aide au diagnostic de la maladie mentale, donc qui s'appuient en particulier sur des récits produits par les patients eux-mêmes, donc avec la parole des patients, de la transcription de paroles des patients, et de l'extraction d'informations à partir de dossiers cliniques à des fins de santé publique, donc comme l'inclusion des patients dans les essais cliniques. Et donc, un dernier aspect du projet, c'est la prise en compte des impacts environnementaux du numérique en santé, parce que les modèles de langue sont des outils qui sont consommateurs en calcul, et donc du coup, ça se répercute en fait par un impact sur l'environnement. Et donc, il y a actuellement des méthodes pour évaluer cet impact, mais qui se concentrent beaucoup sur la case verte qu'on voit sur ce schéma, donc qui est l'utilisation dynamique des matériaux, des serveurs qui sont utilisés pour entraîner les modèles, par exemple, ou pour les utiliser, alors que donc il y a trois autres types d'impacts qui correspondent au cycle de vie des équipements en question et qui en fait représentent, alors dans certains cas au moins, plus de la moitié des émissions liées à l'entraînement des modèles. Voilà, donc pour conclure sur Inextinso, ce qu'on prévoit de faire, c'est de développer un nouveau benchmark pour l'évaluation des modèles de langue, donc qui inclura des mesures de biais, en particulier des biais stéréotypés. Du coup, une fois qu'on aura identifié ces problèmes et qu'on saura bien les identifier, c'est de proposer des méthodes de débiaisage dont on démontrera l'efficacité dans le projet, et donc d'avoir également des outils et des méthodes d'évaluation de l'impact environnemental des outils. Donc, on partagera ces ressources et ces outils avec la communauté, et on veut également traduire cette expérience en fait par des formations. Donc, on a déjà commencé à faire ça avec une réunion avec d'autres projets en fait ANR du même appel qui était sur des thèmes spécifiques en intelligence artificielle, donc pour essayer d'encourager nos collègues à s'intéresser également à ces métriques d'évaluation qui vont au-delà de la performance en termes de précision ou rappel des outils. Voilà, donc du coup, je donne la parole à Pierre pour nous parler de partage. J'en profite pour remercier aussi Stéphane et l'équipe de l'invitation. C'est vrai que SISMEF est donc notre collaboration avant à travers l'équipe de l'INSERM à Paris, 894, puis plus tard d'autres unités INSERM, et puis le service informatique médical de la PHP, puis le CNRS. Alors, je suis passé au CNRS, c'est une collaboration de plus de 20 ans, effectivement. Et pour, comme souvenir, voilà, j'ai apporté ici le collector. Il n'y en a plus beaucoup maintenant, donc il vaut très cher sur eBay et autres. Donc les 10 ans de SISMEF qui avaient eu le plaisir de faire voilà, ils ont proposé des t-shirts, donc je suis très déçu de ne pas pouvoir en mettre un maintenant. En disant qu'est-ce que je fais mais le meringue était très bon. Donc, je vais présenter ce projet de partage qui est alors, dont le coordinateur est la plateforme des données de santé, donc c'est le transparent du coordinateur que je reprends ici, pour présenter donc ce projet qui démarre juste maintenant. Le contexte, c'est ce dont on a parlé beaucoup jusqu'ici dans la journée, c'est les grands modèles de langue qui ont explosé devant le grand public. Ils étaient là, ils couvaient dans les laboratoires, mais ils ont explosé devant le grand public et on aimerait bien, tout le monde aimerait pouvoir s'en servir, mais en santé, c'est compliqué pour des questions en particulier de confidentialité des données, de caractère sensible des données. On ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut
va entraîner un grand modèle et le diffuser sur des données de santé parce qu'il absorbe les données et peut les restituer ensuite. Et sur du texte, c'est pire encore. Donc, lorsqu'on entraîne ces modèles sur des textes, ils emmagasinent tout ce qui est dans les textes et on peut les interroger ensuite, même si ce n'est pas direct. Certains ont montré qu'on pouvait faire ressortir des informations qui étaient dans les textes d'origine. Donc, voilà. Alors, ça rend les choses compliquées. De ce fait, il n'y a pas de base de grand corpus de texte hospitalier et clinique qui serait disponible du fait de la protection des données. Du coup, il n'y a pas non plus de modèles médicaux entraînés sur ces données en France, parce qu'on a cette bonne protection des données, mais qui gêne la recherche. Alors, bien sûr, à l'intérieur de grands établissements hospitaliers, comme par exemple la PHP, ces établissements, sur leur entrepôt de données de santé, peuvent entraîner des modèles, mais qui servent uniquement en interne, qui ne sont pas communicables pour les raisons que j'ai déjà dites. Et ça fait que les algorithmes développés à partir de ces modèles ne sont pas partageables non plus, donc chacun dans son coin doit redévelopper des choses. Voilà, donc c'est très ennuyeux, il y a tout un tas d'inefficiences qui en résultent, et tout le monde aimerait bien avoir des modèles réutilisables, des données partageables. Voilà, alors le projet partage propose de faire ça en fournissant un grand modèle de langue en source ouverte en langue française, qui sera lui partagé, une base de compte rendu médicaux partageable aussi, parce que fictifs, qui seront aussi annotés, donc ça permettra d'entraîner des systèmes appliqués. Et puis, le grand modèle de langue qui va être produit, il va être affiné, il va être spécialisé sur 7 cas d'usage, et les modèles résultants vont être aussi fournis à la communauté. Voilà. Et puis, on dit, bon ben voilà, on va te donner des choses, mais est-ce qu'elles fonctionnent? Donc, le projet inclut toute une architecture d'évaluation scientifique sérieuse, donc partielle. L'évaluation est faite par d'autres équipes que celles qui produisent les modèles. Évaluation qui sera soutenue par une infrastructure distribuée dans des hôpitaux. Alors, plus concrètement, voilà, des livrables open source. Les livrables sont indiqués dans la partie droite ici. Le LLM, je vais être déjà sur le LLM en langue française, la base de données de 5000 comptes rendus, des méthodes d'augmentation de données pour multiplier ces comptes rendus, les algorithmes correspondant aux 7 cas d'usage dont j'ai parlé tout à l'heure, sur lesquels je vais revenir, cette plateforme d'évaluation fédérée sera aussi en open source. Voilà, puis tout ça sera accompagné de guides méthodologiques pour que d'autres hors du projet puissent s'approprier ces choses-là, redévelopper des choses à leur sauce, compléter les modèles selon leurs besoins, etc. Donc le but, c'est vraiment de créer une dynamique qui va se lancer dans le projet et sur laquelle l'ensemble de l'écosystème français pourra s'appuyer ensuite. Alors, tant qu'à faire, pour créer ce projet, on est allé chercher beaucoup de gens, aussi bien 10 équipes académiques spécialistes de traitement automatique des langues, spécialistes de données de santé, et puis 20 établissements de santé qui vont être impliqués dans la mise au point des cas d'usage, dans leur évaluation, etc. Voilà, le projet est financé par la BPI, il commence maintenant, il y a 7 millions d'euros de financement. Et donc, les grandes phases, c'est d'abord la constitution de grandes bases de textes, donc textes réutilisables, y compris, alors surtout, donc, pour ce qui me concerne, on va collecter des textes en domaine médical, y compris des textes très porteurs de connaissances, bien sûr, ce qui est derrière SysMed, l'INSA, donc évidemment le CHU de Rouen est partenaire, des terminologies médicales aussi pour compléter ce qu'on peut trouver dans les textes par une base solide. Voilà. Et puis, alors on va partir de systèmes existants, hein, parce que même avec la puissance du projet, on ne va pas réentraîner un grand modèle de langue à partir de zéro, c'est très très coûteux. Et donc on va partir de modèles de langue existants, alors, on cite ici Mistral, Lama, etc., modèles ouverts dont on va continuer l'entraînement sur des textes médicaux. Et puis, tous les résultats, donc tous les modèles, comme je disais tout à l'heure, vont être évalués sur des ensembles de bases de tests, des benchmarks, par encodage, qui est une traduction possible de ça. Voilà, donc la grosse sortie du projet, c'est ce LLM de fondation, c'est-à-dire un LLM qu'on doit ensuite affiner sur des cas d'usage particuliers, mais aussi le résultat de ce LLM sur des cas d'usage. Alors, la base de ça, l'une des bases, c'est le fait de fournir à la communauté des textes
qui sont des textes qui ressemblent vraiment à des comptes rendus d'hospitalisation, mais qui sont écrits, qui sont rédigés par des médecins, mais sur des patients fictifs. Ouais, donc ça, c'est le contournement qu'on a trouvé pour pouvoir fournir des textes qui seront partageables, qui sont vraiment comme ce qu'on trouve dans les dossiers de patients. Alors, bien sûr, il y a toujours la voie qui serait de partir de vrais dossiers de patients puis de les identifier. Mais ça, c'est d'une part difficile à faire parfaitement, et d'autre part, ça donne des textes qui sont pseudonymisés, mais pas anonymes. Et donc, on ne veut pas les partager librement. Donc, vraiment, la seule voie pour avoir quelque chose qui soit partageable, c'est de créer des textes à partir de rien, et des textes qui ressemblent autant que possible à des vrais textes. Et des textes qui sont écrits par des humains plutôt que par des machines, parce que là aussi, on veut quelque chose qui soit réel. Quitte à les multiplier ensuite par des méthodes automatiques. Voilà, donc ça, c'est l'objectif. Donc, on est en train de préparer ça, le guide de rédaction pour guider tous les médecins qui vont écrire ces textes, et puis de commencer à lancer le recrutement des auteurs. Je vous ai dit donc des cas d'usage. Donc voilà les 7 cas d'usage prévus. Alors, le premier, c'est celui de la pseudonymisation, hein, le fait justement de repérer les termes identifiants dans un compte-rendu pour les masquer ensuite. Alors, il y a des cas d'usage qu'on peut appeler génératifs, donc qui correspondent vraiment typiquement à ce que les grands modèles de langue génératifs savent faire, comme la génération de cas cliniques, donc là c'est pour aider la formation, la génération de résumés automatiques, voilà, c'est le numéro 4, résumé automatique de compte-rendu, on donne le début du compte-rendu et on dit généralement à la synthèse. Et puis des cas d'usage plutôt de classification, comme le codage d'informations médicales. Donc ça, c'est le codage Similis à partir de comptes rendus médicaux. Et puis de la classification de textes pour détecter soit de la réponse au traitement en oncologie, la détection automatique de provenance de bactéries responsables d'infection, l'identification de biomarqueurs qui est plus la détection d'anticorps à partir de textes. Voilà, donc ça, c'est un échantillon de cas d'usage qui seront développés pendant le projet dans différents hôpitaux, mais en ayant chaque fois une partie du cas d'usage réalisée sur les comptes rendus fictifs qui vont être annotés pour ces cas d'usage, ce qui fera que le jeu de données correspondant au cas d'usage sur les comptes rendus fictifs sera partageable. Et donc chacun pourra tester d'autres méthodes dessus. Alors toutes ces méthodes vont être évaluées, comme je disais. Alors, évaluer d'abord tout ce qui se fait sur les comptes rendus fictifs à partir d'algorithmes open source, ça s'évalue n'importe où, mais sur des bancs d'essais qui seront définis dans le projet. Mais ce que l'on va faire aussi, c'est faire en sorte que les cas d'usage puissent être aussi testés à l'intérieur des hôpitaux sur des outils qui sont produits à l'intérieur des hôpitaux sur leurs données propres. Donc, les outils produits dans les hôpitaux sur leurs données propres ne peuvent pas être partagés. Par contre, on va pouvoir les évaluer sur les mêmes données que les autres, que ce qui sort des autres hôpitaux ou ce qui sort de logiciels open source. Et on va pouvoir récupérer les résultats de ces évaluations. Donc, pas les données elles-mêmes, c'est-à-dire pas les résultats directs de ce que produisent les systèmes, mais les scores d'évaluation et regrouper ces scores sur une plateforme centralisée. Donc, l'évaluation va se faire à l'intérieur des hôpitaux dans des boîtes sécurisées, et ensuite les résultats simplement numériques vont sortir et vont être agrégés. Voilà, et puis tout ça donc, va être basé sur des méthodes bien décrites et documentées, que ce soit pour ce qui est de la notation des textes, pour les cas d'usage, que ce soit pour l'entraînement des systèmes, ou encore tout ce qui est évaluation. Voilà, donc j'arrive à la fin, et là c'est la description du fonctionnement de la plateforme, et comme j'arrive à mes minutes, je passe là. Bonjour à tous, Romain Legault. Donc moi, je vais vous présenter les travaux qui ont été menés en pratique, en fait, autour des problématiques d'apprentissage profond dans l'équipe. Et donc, ces travaux, ils s'intègrent plutôt bien dans le contexte des problématiques du projet partage. Donc, c'est pour ça que je choisis ici de repositionner un peu ces travaux selon 2 axes de travail. Le premier axe de travail, c'est une problématique
en fait, qui correspond à une des tâches qui nous incombent dans le cadre du projet partage et de notre participation à ce projet, c'est de fournir certaines données pour l'entraînement du modèle de langue de fondation qui sera créé pendant le projet. Et la deuxième tâche, c'est une tâche qu'on a menée, nous, en interne sur nos propres données, mais qui correspond malgré tout à l'une des problématiques du projet partage, c'est la tâche de pseudonymisation. Et donc, voilà. En ce qui concerne le premier axe de travail, en fait, nous, dans l'équipe, l'idée, c'est de fournir tout un tas de données de connaissances qui proviennent des 3 bases de données dont on dispose, nous, dans le département, à savoir SysMef, LISA et ITOP. Donc, je ne reviens pas en détail sur ces 3 bases de données parce qu'elles ont déjà été décrites ce matin. Le fait est, c'est que, en fait, on a SysMef avec la littérature grise, LISA qui fournit tout un tas de publications scientifiques en français et en santé, et ITOP qui est un peu à part là-dedans, mais qui contient quand même énormément d'informations de connaissances par l'intermédiaire des terminologies qu'il met à disposition. Et l'idée, c'est du coup de fournir les connaissances contenues dans ces bases de données sous forme d'un corpus textuel. Donc ça pose un certain nombre de problèmes dans l'ingénierie, puisque la majorité de ces données sont structurées. Alors pour la base SysMef, par exemple, les métadonnées classiques, le titre, la date, les éditeurs, etc., ne posent pas énormément de difficultés à transcrire sous forme de fichiers TXT. Il suffit de les reporter au format clé-valeur classique. Par contre, pour le contenu textuel, c'est un petit peu plus compliqué en termes d'ingénierie parce qu'en fait, nous, on n'a pas dans notre base de données le contenu textuel à proprement parler. On a uniquement les URL qui pointent vers ces ressources et suivant le format de fichier qu'on obtient en sortie, on a une transcription en TXT qui est plus ou moins de bonne qualité. Si c'est en PDF, les choses se passent à peu près correctement, on conserve à peu près la forme du document et on n'a pas de pollution, on n'a pas de données qui ne feraient pas partie du corps du document dedans. En revanche, pour l'HTML, c'est un peu plus compliqué. Pour LISA, on a à peu près les mêmes problématiques. Pour les métadonnées, rien ne change, c'est toujours la même chose. Pour le contenu textuel, on a toujours affaire à des URL. Cette fois, on passe par PubMed. La seule chose qui change, c'est que certains articles sont en accès libre, alors que d'autres sont payants. Du coup, pour ces articles payants, on ne peut rien faire. Et puis pour ITOP, les métadonnées restent retranscrites sous le même principe. En revanche, pour les relations sémantiques, pour les relations soit de subsumption qu'il existe entre les différents concepts ou des relations sémantiques autres, on a fait le choix d'utiliser des templates pour générer des phrases en langage naturel. Donc en fait, de simples phrases à trous dans lesquelles on remplace certains éléments par les libellés des concepts mis en jeu dans la relation. Voilà, donc on a stagiaire qui a travaillé un peu sur ces 3 extractions l'année dernière. Et donc pour SysMef, on a extrait la totalité des fichiers de métadonnées et on a réussi à extraire à peu près 89 000 contenus textuels. Pour LISA, on a des volumétries qui sont beaucoup plus importantes, 477 000 fichiers de métadonnées. Le plein texte, pour des raisons techniques, je n'ai pas encore la volumétrie. Et pour ITOP, on a traité 2 terminologies pour l'instant, le mesh et l'unk. Et donc, on a extrait la totalité des concepts qui étaient à notre disposition. En ce qui concerne le deuxième axe de travail, l'axe de désidentification, enfin, d'anonymisation des comptes rendus, en pratique, cette tâche, elle constitue faire ce qu'on peut voir sur ce slide, c'est-à-dire à identifier au sein d'un texte clinique quelconque les informations qui peuvent être identifiantes et à les taguer pour pouvoir les masquer et rendre le compte rendu anonyme. Alors, pour effectuer cette tâche-là, nous, on a choisi d'entraîner un modèle sur un certain nombre de données du CHU.
Et ce modèle, donc, il est entraîné pour une tâche particulière, qui est la reconnaissance d'entités nommées. Et on a fait le choix d'utiliser un modèle BERT. Alors pourquoi on a utilisé un modèle BERT? Parce qu'en fait, comme on l'a déjà évoqué tout à l'heure, on ne peut pas, quand il s'agit d'entraîner des modèles, on a des contraintes d'architecture et, et de mémoire vidéo aussi. Et nous, au CHU, on dispose d'un seul serveur GPU qui est muni d'une carte graphique A6000, donc avec 48 Go de RAM. Il y a certaines choses qu'on peut faire, notamment en fait, lorsqu'on parle de mode de LLM, on a actuellement les LLM qui fonctionnent le mieux, c'est les LLM basés sur des architectures à base de transformers. Et on a deux types de LLM basés sur les transformers. C'est les modèles de type BERT et les modèles de type GPT, donc qui sont des modèles causaux, autorégressifs en fait, qui sont prévus pour générer du texte de manière inventive. Et ces modèles sont beaucoup plus lourds. Et nous, dans le cadre de notre architecture à nous, on a la possibilité d'inférer ces modèles, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de les interroger, de les utiliser tels quels. Par contre, dès qu'il s'agit de faire de l'entraînement, du fine-tuning sur ces modèles, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, tout n'est pas perdu sur cette problématique-là, puisqu'en fait, on est en collaboration avec des clients qui, eux, possèdent un parc beaucoup plus important, avec des serveurs GPU beaucoup plus performants. Et ils sont d'ailleurs en train d'acquérir de nouvelles cartes. Et pour l'instant, on a fait des tests que sur un de leurs serveurs GPU, mais il semblerait qu'il sera possible à l'avenir de fine-tuner des modèles autorégressifs également. Avec leur architecture. Ça nous coûtera quelques concessions sur la manière d'entraîner ces modèles, mais ce sera possible. Voilà. Alors, nous, on a testé deux approches assez classiques au final pour effectuer cette désidentification. Une approche avec simplement le fine-tuning sur la tâche de token classification, c'est-à-dire on a juste appris au modèle à reconnaître les entités nommées. Et donc là, ce fine-tuning, en fait, il permet d'affiner le modèle uniquement sur ses couches externes. Et puis, on a testé également avec une première phase de pré-entraînement continu, où là, on fournit au modèle tout un tas de textes cliniques qui vont lui permettre de s'habituer à ces textes cliniques avant de le fine-tuner sur la tâche de désidentification. Et donc là, on touche plus en profondeur au modèle, on va affiner les couches internes du modèle. La première phase, c'est une phase d'annotation, c'est une phase d'entraînement auto-supervisé, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de fournir d'exemples au modèle, lui fournir les textes cliniques constituent déjà des exemples en eux-mêmes, en fait. Et la deuxième tâche, par contre, il faut lui fournir un corpus à donner, c'est-à-dire qu'il faut lui donner des exemples de textes cliniques avec leur désidentification et donc les exemples de tags qui existent dans ces documents. Alors forcément, la création de ce corpus est toujours, dans le cadre de l'entraînement des LLM, la pierre angulaire de la problématique. Nous, dans le cadre de cette expérimentation, on a utilisé tout un tas d'expressions régulières qui étaient en fait notre système de désidentification initial. Et on a couplé ça avec un modèle BERT existant qui permettait déjà de reconnaître quelques éléments identifiants. Et donc, on a créé notre corpus comme ça. Alors, bien évidemment, le corpus qu'on obtient n'est pas parfait. Donc, du coup, l'entraînement de ce modèle peut probablement ne pas être parfait non plus. En termes d'entraînement, on a fourni pour le fine-tuning, donc sur la tâche de désidentification, un peu plus de 7000 comptes rendus cliniques, dont 20% est conservé dans la phase d'apprentissage pour évaluer à période régulière le modèle. Et pour la tâche de continuous pre-training, enfin d'entraînement pré-continu, de pré-entraînement continu, on a utilisé 44 000 comptes rendus qui étaient différents des 7000 qu'on utilise pour le fine-tuning. Alors, ces métriques, c'est celles qui sont calculées avec ces fameux 20%
de corpus d'évaluation, elles sont à mettre entre pincettes. Elles ne correspondent pas forcément non plus à l'impression qu'on a à l'extérieur. C'est d'un point c'est d'une part au fait que le corpus d'entraînement n'est pas propre à 100%, et d'autre part sur la manière dont sont calculées cette précision et ce rappel qui noie un peu les choses pour diverses raisons. Pour terminer, on est en ce moment en train de constituer un corpus gold standard pour faire une évaluation formelle propre cette fois et donc avoir des chiffres de précision et rappel qui ont vraiment un sens. Et on a fait l'acquisition d'un corpus issu du projet de l'ERUDI qui nous permettra soit d'augmenter un peu le corpus d'entraînement pour diversifier un peu les sources sur lesquelles le modèle apprend, et qui nous permettra probablement également d'évaluer le modèle plus largement en se limitant aux comptes rendus sur lesquels il a été entraîné. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup à tous les trois. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou sur le chat peut-être? Moi, j'ai une question. Question de Édouard Roussel, notre chirurgien préféré. Vous aviez parlé de compte rendu généré par des cliniciens. Qui va les générer? Des cliniciens? Alors, ça va être essentiellement des internes et jeunes chefs. Pour des questions de disponibilité. Ah, c'est bien. Donc, oui, l'AGH a pris contact depuis avec les associations médicales internes. Et donc, on va passer par là pour recruter 150, je crois, personnes. Alors oui. Donc, avec une distribution dans différentes spécialités. Les spécialités étant d'un côté aussi variées possible, d'un autre côté, donc on va privilégier celles qui sont impliquées dans les cas d'usage. Donc, si vous vous souvenez, il y a la cardio, il y a l'oncologie, maladie infectieuse. Un peu de chirurgie pour les faire plaisir, c'est oui, il y a la chirurgie ambulatoire. Voilà, mais donc oui, la distribution dans les spécialités médicales est une de nos préoccupations, d'autant plus que, vous savez qu'on avait quand même très tôt dans le projet pour savoir quelles associations d'internes contacter. Il faut qu'on recrute très vite les internes. Autre question? D'après vous, c'est quoi en perspective la fiabilité de ce type d'approche? On lit ici et là que les architectures actuelles des LLM sont vouées à affronter les limites devant nous. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à leur fiabilité dans leur application médicale? Alors, il y a sans doute plusieurs niveaux de réponse là. Ce que l'on peut dire déjà, Romain disait à l'instant qu'il y a ces deux variantes d'architecture, les modèles de type BERT qui sont des modèles de langue masquée, et puis les modèles de type GPT qui sont des modèles génératifs, autorégressifs. Et les premiers sont à la fois plus légers et pour les tâches de type détection de choses sont jusqu'ici meilleurs. Et Aurélie a travaillé là-dessus particulièrement avec l'un de ses doctorants et voilà, a montré sur toute une variété de modèles de langue et une variété de tâches, et en plus plusieurs langues, c'est 3 langues, hein, anglais, français et espagnol, voilà, sur le graphe, c'est très clair. On a les modèles de type BERT au-dessus et puis les modèles de type GPT en dessous. Ils sont moins bons sur ces tâches-là. Donc, pour ces tâches de type détection d'entité, classification, les modèles de la génération précédente et qui sont beaucoup plus économes sont. Par contre, quand il s'agit de générer du texte, là, les modèles génératifs autorégressifs sont faits pour ça et donc sont plutôt modernes. Ensuite, il y a l'histoire de la taille qui a été
qui fait beaucoup de choses aussi. Donc, c'est la raison pour laquelle les GPTO sont très bons, c'est parce que leur taille est très grande, ils sont très grands. Et il reste le problème de planification. Et pour ça, il y a beaucoup d'approches. Quelqu'un en parle ici ce matin, je pense. Entre autres, la possibilité de demander un deuxième modèle, le premier, pour pouvoir le modèle lui-même, tout ce qui est des fonctionnements comme ça en direct. Il reste que on n'a pas de garantie de fiabilité. Et on n'a pas de transparence, etc. Donc, énormément de travaux se font sur la transparence des modèles, sur le contrôle des biais, et là, on va parler d'un projet d'extension. Donc, oui, il y a beaucoup. En gros, ces grosses machines sont des machines dont on ne comprend pas vraiment le fonctionnement et qu'on n'arrive pas à contrôler. Et donc, il y a deux grands types de travaux. L'un, c'est essayer de les corriger autant que possible. Et puis l'autre, c'est essayer de trouver des méthodes, de revenir à des méthodes plus sérieuses, comme par exemple le RAC, qui est revenir à une méthode de base, qui est de faire la recherche d'informations avec des outils de recherche d'informations et ensuite de faire la génération avec un outil de génération qui est c'est vrai que c'est une question très importante et la réponse peut être très bonne. Merci beaucoup. Monsieur Dr Rio. Merci beaucoup à tous les trois. Et sinon, ça